le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va parler avec, on peut le dire, un ancien malade qui s'est soigné, peut-être aussi grâce au sport et en particulier au triathlon. On va décortiquer un petit peu tout ça. En tout cas, je suis très heureux, comme toujours, de tendre le micro et cette fois-ci, c'est à Williams Randy. Salut Williams. Salut Hermano et merci beaucoup de me donner la parole. C'est vraiment cool, je suis touché et j'ai hâte de parler un peu avec toi. Bah écoute, on va dérouler tout ça. Alors attends, je l'ai mal fait. C'est salut Williams Randy. Salut Williams, comment ça va ? Exactement, ouais, c'est vrai qu'effectivement la blague qu'on me fait souvent c'est c'est quoi ton origine, Williams Randy, et en fait non, je viens pas des States, je suis bien français. Bon, écoute, moi aussi, je m'appelle Ermanno Di Micheli et je suis bien français. Bon, des origines italiennes, mais ça n'empêche que... Bon, on a évacué le sujet du nom, du prénom. Enfin, juste pour préciser, ton prénom c'est bien Williams et ton nom de famille c'est bien Randy. Comme ça, si on te cherche sur les réseaux, tout ça, même si je mets les coordonnées des invités dans les notes de l'épisode, on cherche bien Williams de prénom. Exact. Williams, la question que je pose à tous mes invités à chaque fois, c'est que je leur demande de se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Williams Randy ? Eh ben, qui est Williams Randy ? Moi, j'ai 32 ans. Je suis donc triathlète, hein. On va sans doute y venir un petit peu. Mais par contre, je me définis pas comme un grand triathlète, juste pour le plaisir, on en parlera. Et puis voilà, dans la vie, je fais plein de choses. J'adore découvrir et je suis un touche-à-tout. Et c'est ça qui me passionne un peu. Alors ça veut dire quoi un touche-à-tout ? Tu fais du sport, t'as un job, t'as une vie de famille, enfin, c'est quoi quelle est la vie aujourd'hui de Williams ? Eh ben non, alors là pour le coup, j'ai pas de vie de famille moi, j'ai déjà beaucoup trop de choses à faire dans ma vie. Alors j'ai une petite chienne qui m'accompagne et qui me prend pas mal de temps, mais non, à côté de ça, moi je suis éducateur dans une structure pour des enfants qui ont des difficultés scolaires, on appelle ça un ITEP, Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique. Et puis à côté de ça, touche à tout parce que j'adore découvrir un peu tout et là en ce moment c'est beaucoup le sport. Et c'est pour ça que le triathlon j'adore parce qu'en fait c'est déjà 3 sports, mais en fait moi ça me suffit même pas, j'aime bien faire encore d'autres sports et c'est super de découvrir des choses. Bon, alors tu sais, le triathlon en réalité et tu m'as dit en off que tu commences à découvrir devenir triathlète, tu verras que j'en parle souvent avec mes invités, c'est pas que 3 disciplines. T'as évidemment natation, vélo et course à pied. Puis tu as un 4e pilier qui est l'alimentation, puis un 5e qui est le sommeil, puis un 6e qui est la récupération, puis un 7e qui est l'hygiène de vie de manière générale, plus tu rajoutes du renfort, tu rajoutes un petit peu d'autres sports pour croiser, donc en fait tu peux bien occuper tes semaines. Ah là je suis complètement d'accord avec toi et c'est ce que j'adore aussi dans ce sport, c'est qu'en fait effectivement tu peux avoir une boulimie d'apprendre des choses et t'es jamais au bout des choses. Et effectivement, comme tu disais, le renfort. En fait, le renfort pour moi, c'est vraiment la 4e discipline du triathlon. Et on n'en parle pas assez, mais en fait, pour se préserver et pour se préserver des blessures, c'est très très important. Ouais, se préserver et se préparer aussi. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, surtout dans le triathlon, qui est déjà un sport effectivement très complet avec 3 disciplines. Si on veut le faire bien, il faudrait Il faudrait régulièrement s'entraîner dans les 3 disciplines. Donc si tu rajoutes un peu de renfort avant et après, finalement, ça fait des journées qui sont interminables. Mais ça n'empêche que c'est la base. Et pour rendre hommage à la communauté du Let's Trail podcast, le renfort, il en faut. Ceux qui nous écoutent, ils reconnaîtront. Donc effectivement, c'est un élément en plus à rajouter. Toi,
tu te définis comme un boulimique, ou plutôt comme un touche-à-tout. T'aimes bien tout voir, tout apprendre, tout comprendre. Le sport, chez Williams, ça commence quand? Et le sport, ça commence quand? Ça commence tard. Et en fait, c'est ça qui est assez étonnant, mais c'est ça aussi qui va définir pas mal mon parcours et mon lien avec le sport. Ça commence en fait en 2020, donc hyper tard. Hein. Je suis pas tellement sportif avant. J'aime bien faire un petit peu de foot avec les copains, un peu de renfo, mais je fais pas tellement de sport. Et puis en fait, en 2020, donc juste post-Covid, on sort du confinement. Et en fait, j'apprends que j'ai un cancer. Et donc là, en fait, je pars sur un parcours de soins, bon, un peu relou, un peu fort parce que je fais de la chimio, donc le vrai parcours de soins du oncologique, quoi. Et en fait, la chimio, elle me pète la gueule, véritablement. C'est vraiment. Je me rends compte à quel point c'est fort à ce moment-là. Et il y a un moment où je suis presque alité. Je prends vraiment. C'est très très dur à vivre. Et là, à ce moment-là, je me dis, en fait, quand je vais pouvoir récupérer mes capacités physiques, je me promets de ne plus de prendre soin de mon corps. Et notamment, le sport est une vraie découverte à ce moment-là, à la fois de résilience par rapport à la maladie, par rapport à mon parcours de soins, mais aussi simplement pour vivre, quoi. Alors, t'es passé un peu vite sur toute la partie, justement, découverte, phase de traitement, etc. Mais comment tu découvres, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est des douleurs? Est-ce que c'est des sensations d'être moins bien? Est-ce que c'est un examen de routine? Enfin, comment t'en arrives à ce qu'on t'annonce que, malheureusement, monsieur Randy, vous êtes atteint d'un cancer? Eh ben ouais, c'est en fait il y a une douleur qui traîne et qui n'est pas localisée à l'endroit où j'ai quelque chose. Et en fait le moment où je m'aperçois que j'ai quelque chose, il faut que en fait c'est déjà un peu tard et en fait je vais voir mon médecin et très vite je rentre dans le parcours de soins et c'est tout à fait étonnant parce que c'est à la fois très doux. Tout est très doux. Le médecin, quand même, me l'annonce pas en fait. Les choses sont à la fois douces dans le parcours direct, mais tout va très vite aussi. Et puis en fait, le diagnostic, il est aussi très rapide. Et comme je suis jeune, les choses sont prises très vite, très au sérieux, pour que je puisse, qu'il y ait pas trop de risques. Donc en fait, tout va très très vite aussi. Ok. Tout va très vite. À ce moment-là, donc tu faisais pas du tout de sport ou notamment tu dis que tu es éducateur auprès d'enfants à besoins spécifiques. Est-ce que malgré tout tu fais quand même déjà un petit peu d'activité physique? Est-ce que tu as déjà fait des foot, des tennis comme les copains ou est-ce qu'au contraire le sport c'est vraiment un truc que tu connais pas à ce moment-là? Comme je disais, j'en fais un tout petit peu, mais en fait, le triathlon déjà loin de moi. Et non, en fait, j'en fais pas quoi. Je me considère pas sportif. J'ai pas un très bon lien avec le sport et on en rediscutera un peu plus tard. Mais comme beaucoup, j'ai été un peu dégoûté du sport quand j'étais gamin. Le fameux cross du collège? Ouais, mais c'est ça, mais tu vois, choisi le dernier dans une équipe, tu vois, vraiment tous les trucs nuls qui font que le sport, je me disais, vas-y, c'est pas fait pour moi, c'est un peu nul, quoi. Du coup, là, t'as ton diagnostic, t'as dit les choses ont été plutôt douces mais prises vite. Tout de suite, tu rentres dans un parcours de soins, tu nous as dit que tu fais de la chimio. Quel est l'impact sur ton quotidien? Alors, on sort un petit peu du domaine sportif, mais l'idée, c'est de comprendre aussi ce par quoi t'es passé, ce que t'as traversé et l'impact que ça a eu sur ton quotidien. T'as dit que ça t'a éclaté la tronche, mais t'étais crevé, t'étais HS, t'arrivais pas à te lever. J'imagine que le boulot, c'était même pas la peine. Enfin, c'était quoi ton impact? Ouais. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que malgré le fait que j'étais pas sportif, pour le coup, j'ai jamais eu de difficultés au niveau physique. J'ai jamais été contraint. J'ai toujours monté les escaliers deux marches par deux marches, etc. Et en fait, dès que j'ai commencé la chimio, j'ai senti une régression physique, mais excessif, quoi. Euh, et euh, et très vite, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un vrai truc qui se passe. Moi, je suis pas un gros gabarit. Je fais 65 kilos, 1m65. Et en fait, j'ai assez mal supporté la chimio. J'avais l'impression d'être sur un bateau en permanence, donc avoir des nausées. Donc, je pouvais pas manger. Et très vite, j'ai perdu 7, 8, 9 kilos. Et en fait, sur mon gabarit à moi, c'est très vite, très fort. Et puis, en plus, les 7, 8 kilos que j'ai perdus, c'était beaucoup du muscle. Donc, finalement,
à la fin de mon parcours de soins, je monter des escaliers, c'était vraiment très très dur. Et comme je disais, j'étais alité la plupart du temps de la journée parce que c'était la seule chose qui passait à peu près, quoi. Et justement, pendant ton parcours de soins, qui dure, je sais pas, c'est une question de semaine, une question de mois, et t'es quoi? T'es chez toi, t'es à l'hôpital, t'es dans un centre spécialisé? Non, bah alors du coup, j'alterne entre l'hôpital et chez moi. Euh, et, euh, et assez vite, je vais demander aux soignants si je peux essayer de bouger. Parce qu'en fait, il y a un peu un truc on a l'impression qu'il faut absolument se préserver, qu'il faut rien faire. Et moi, j'ai déjà en tête l'idée d'essayer de pas trop perdre. Pas trop perdre physiquement, parce que je me sens vraiment tomber, quoi. Et donc je vais demander s'il est possible que je marche, si c'est possible de marcher, que je cours dès que je pourrais courir. Et en fait, voilà, c'est là où ça naît un peu tout ça, là, ce truc de attends, on va se mettre en mouvement, quoi. Mais c'est bien, tu nous emmènes là où justement je voulais t'emmener, c'était savoir quel était l'impact éventuellement de l'activité, sans parler forcément d'activité physique, mais en tout cas de l'activité dans la récupération sur ce type de maladie. Est-ce que, et par rapport à ça, le retour de l'équipe médicale, ça a été quoi? C'était ah non, monsieur Randy, bougez pas, reposez-vous, préservez-vous, ou est-ce que ça a été au contraire une ouverture vers oui, vous avez raison, l'activité et dans un second temps l'activité physique, voire même le sport, peut vous aider dans votre parcours thérapeutique? Ouais, bah alors du coup c'est intéressant parce que à l'époque là en 2020, c'était pas encore clair. Et quand je posais la question, on ne savait pas trop me répondre si en fait valait mieux faire ce qui était possible de faire, même si on se met un peu dans le rouge, ou au contraire se préserver un peu. Il y avait un peu, c'était pas clair. Et en fait ça porte un nom, hein, ça s'appelle l'activité physique adaptée. On va avoir l'occasion d'en parler, mais moi c'est un cheval de bataille que j'ai eu après par la suite, parce qu'en fait en réalité les études montrent que faire de l'activité physique autant que possible réduit les symptômes et le désagrément d'un parcours de soins et de chimiothérapie et augmente significativement les possibilités d'aller mieux par la suite d'une chimio. Et même par rapport au cancer, il serait montré que quand même il y a des effets positifs par rapport à un parcours de soins, quoi. Ouais, et puis là, on parle que de l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect mental. Quand tu Tout commences à à fait. bouger, quand tu commences à te mettre en activité, au-delà comment dire, du plaisir et de la satisfaction, voilà le terme que je cherchais, de la satisfaction de retrouver un semblant d'activité, même si elle est physique adaptée ou elle est juste activité. Enfin, je veux dire, tu es à l'hôpital, tu montes les marches sur un étage, c'est déjà énorme, je pense, dans la situation dans laquelle tu étais et dans laquelle se trouvent plein d'autres personnes ou se sont trouvées. Il y a aussi le fait que quand tu fais une activité physique, tu génères certaines hormones qui, elles, ont un impact positif sur le mental, sur le cerveau. Et donc, je pense que tout ça, c'est un espèce de cercle vertueux et pas forcément vicieux qui, comme tu le dis, en 2020, n'était pas très clairement défini ou les limites n'étaient pas encore très claires, quoi. Ouais, complètement. Je pense que, enfin, de toute façon, c'est comme ça. La science, elle avance, et puis c'est super qu'on puisse avancer. Je pense que ça doit être aussi encadré, et c'est bien qu'aujourd'hui on en sache un peu plus. Je pense qu'il y a certains cas où peut-être que il faut faire moins ou faut faire attention. Mais comme tu dis, dans tous les cas, psychologiquement, ça a rien à voir en fait. Quand on peut continuer à bouger, ne pas se renfermer sur soi en fait, mais même socialement, enfin il y a plein de choses. Déjà son corps change beaucoup hein, quand on fait une chimio. Bon, voilà, c'est un vrai appui, quoi. Bon, et on va en terminer un petit peu sur cette partie chimio, mais le traitement, le parcours thérapeutique, le complètement down, la tronche éclatée par terre, ça dure combien de temps? Et ben alors c'est là où moi j'ai de la chance, c'est que je fais une chimio qui est préventive, qu'on appelle une BEP dans mon cas, et qui dure qu'un mois. Donc c'est un mois hyper intense. Par contre j'ai 3 poches de chimio. Enfin c'est un truc. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment où mon ex à l'époque m'accompagne à chaque fois que je vais faire ma chimio. Et à un moment il y a un petit bouchon qui tombe par terre et elle va pour le ramasser et l'infirmière lui dit surtout pas, faut surtout pas toucher devant moi. Et en fait, moi, c'était un produit qu'on m'injectait dans le corps et qu'il fallait surtout pas toucher avec les doigts. Et là, en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est quand même du poison, quoi. Donc, ça a été très, très intense, très court, mais très intense. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que du moment où j'ai mon diagnostic au moment où je peux commencer à penser à à ma rémission, c'est 4 mois. Donc, en fait, c'est très intense. Et on part
on part en voyage en Martinique pendant 2 semaines avec mon ex en novembre. Et voilà, c'est 4-5 mois après mon parcours de soins. Donc c'était fin 2020, donc en fait tu as vraiment eu le diagnostic et été traité entre les deux confinements, entre les deux grosses phases Covid en France. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, pour l'anecdote, ce qui est fou, c'est que, donc, comme je le disais, c'est à la fin du premier confinement que j'apprends que j'ai un cancer. Il y a le Covid à ce moment-là. Tous les médecins se grattent la tête pour savoir s'il me faut faire la chimio, s'il faut pas me faire la chimio, le balance coût-bénéfice, etc. Que si j'ai une vraie comorbidité, si je prenais la chimio, à choper le Covid. Et finalement, je suis en coloc. On se reconfine avec mes colocs. Donc moi, j'ai vraiment pas été chouette pour mes colocs. C'est que on finit le premier confinement, on est reconfiné par rapport à moi pour pas qu'on chope le Covid. Et puis à la fin de notre confinement à nous, il y a le deuxième confinement qui tarde pas trop après, quoi. Donc, enfin, c'est vraiment une histoire, quoi. Bon, tes potes, ils t'adorent, quoi. Grave. Depuis, t'as changé de coloc. Ouais, non, maman, même pas. Même pas. Bon, ça va. Du coup, 6 ans après, ça veut dire que les relations sont restées sympas. Ouais, tout à fait. Bon, et du coup, donc là, t'es sorti. Tu vas faire ton voyage en Martinique avec ton ex. Vous revenez. À quel moment tu commences vraiment à découvrir le sport? Eh ben, déjà, avant même, en fait, dès mon parcours de soins, c'est ça qui est fou, c'est que on a un torrent qui est à 500 mètres de la maison, et pendant mon parcours de chimio, là, mon objectif, c'est de retourner au torrent en marchant, mais je veux y aller, quoi. Et donc, en fait, c'est déjà pour moi une session de sport. Donc, à l'époque, mon ex m'accompagne, elle me tient le bras quand il faut, mais on y va, quoi. Et puis, quand je peux, je recommence à marcher, courir, etc. Et ce voyage en Martinique, il est assez, il y a une petite action qui se passe, mais qui va en dire beaucoup aussi pour la suite. C'est que du coup, à ce moment-là, je reprends vraiment à faire du sport, à faire du surf, enfin voilà, puis à découvrir plein de choses. En fait, je me remets à vivre, quoi. Et c'est ce truc qui va me suivre un peu tout le temps. Mais je me prends un petit coup de stop à un moment, c'est que je me fais prendre dans une baïne en Martinique. Et là, je rigole pas du tout, parce qu'en fait, j'avais pas du tout l'habitude de ça, et j'ai cru mourir à ce moment-là. Tu définis la baïne pour ceux qui connaissent pas? Bah, la baïne, c'est un courant d'eau, donc on a des espèces de cuvettes qui se mettent sur la plage là, par rapport au courant d'eau de la mer, et du coup en fait on a des courants d'eau qui nous tirent vers le large, et l'astuce c'est qu'il faut surtout pas se débattre dans une baïne, il faut se laisser emporter, et puis au bout d'un moment il y a plus le courant, et puis on peut se dévier et revenir sur le bord. Mais la plupart du temps, les gens, quand ils sont dans une baïne, ils se débattent jusqu'à ce temps s'épuiser, et c'est ça qui conduit à beaucoup de noyades l'été. Et là, moi, à ce moment-là, je me débat à fond, et du coup, ce moment-là, donc j'arrive à m'en sortir, hein, puisque je suis là, mais par contre, ça me crée une angoisse de l'eau. Et donc, on va en revenir plus tard quand on va parler du triathlon, mais cette angoisse de l'eau, je me la traîne depuis 5-6 ans, du coup. Arrête-moi si je déconne, mais t'as ton diagnostic. On te fait comprendre que t'es pas loin de la mort, t'es traité très vite, tu pars en vacances, et là, tu passes à 10 cm d'y rester parce que t'es pris dans une baïne. Donc, en même pas un an, tu passes 2 fois à côté de la Grande Faucheuse. Ouais, c'est ça. Alors bon, la grande faucheuse pour le cancer, on m'avait dit que j'avais des grandes chances de rémission, donc voilà, mais quand même, on pense à la mort, et elle fait partie, elle est présente, puisque dès qu'on parle du cancer, en fait, c'est tout ce qui vient avec. Mais par contre, effectivement, pour la baïne, c'était vraiment un moment où j'ai réfléchi, enfin, il y a toute la vie qui se défile devant ses yeux, et encore une fois, l'eau est déjà un élément très particulier, hein. Les triathlètes le savent, parce que beaucoup n'aiment pas l'eau. Moi, j'adore l'eau, mais par contre, grosse angoisse. À quel moment tu commences le tri, justement? Et ce qui se passe, c'est que je fais un raid multisport l'année d'après. Et j'adore le raid multisport. C'est un truc, c'est enchaîner plusieurs disciplines. Je me dis, waouh, mais c'est super. Et puis, du coup, je commence à faire un petit peu des recherches. Et puis, je tombe sur le triathlon. Et là, oh, il y a un truc officiel, quoi, où on nage, on fait du vélo, on court, on fait de la course à pied. Pour moi, c'est un raid, quoi, à l'époque. Et je me dis, ah, mais c'est super, je vais me lancer un peu là-dedans. Et puis, très vite, je me dis, bah, en fait, j'ai envie, moi, j'ai eu de la chance par rapport à mon cancer. Du coup, j'ai envie de rendre un peu l'appareil en gros. Et je crée un projet qui s'appelle Impact Plus. Et je veux faire du lien entre le cancer que j'ai eu et le projet sportif que j'ai. Et du coup, en 2022,
Je me lance le défi de finir un Alpha Ironman. Alors à l'époque, j'appelle ça comme ça parce que pour moi, c'est comme ça qu'on entend parler partout, mais en fait, c'est un triathlon L, hein. Et c'est le L d'Embrun, donc ça n'a rien à voir avec l'Embrunman, c'est une autre organisation, c'est avec le petit club d'Embrun, mais ils sont super, enfin, je les adore, bref. Et du coup, j'associe tout ça avec une cagnotte que je lance en ligne et que j'appelle Impact Plus. Et c'est pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer et notamment pour développer de l'activité physique adaptée en service d'oncologie. Et donc je me mets en lien un peu avec la Ligue contre le cancer et une petite asso grenobloise là qu'on appelle Agaro. Et donc je commence à me lancer dans cette aventure triathlon avec le gros projet Impact Plus qui me suit, quoi. Donc ça, c'est fin 2021, c'est ça? 2022. Ouais, 2022. Et alors, vas-y, dis-nous tout, comment se passent tes premiers ploufs? Parce que tu l'as dit, depuis la Martinique, t'as une angoisse de l'eau. Donc, dans le triathlon, on commence par nager. Et souvent, quand on commence à s'entraîner en triathlon, on commence aussi par aller à la piscine. Donc, comment ça se passe à ce moment-là? Alors, tout se passe bien parce qu'encore une fois, alors moi je suis vraiment une espèce rare dans le triathlon, c'est que j'aime bien quand même nager. On est rare, hein. J'aime bien nager, j'aime bien courir, j'aime un peu moins le vélo. Alors moi j'ai un sacré handicap sur le triathlon parce que c'est quand même là où on passe le plus de temps. Mais du coup, les entraînements se passent bien et encore une fois, il y a un truc qui va me suivre tout le temps et de toute façon qui va nous suivre tout au long de l'entretien aussi, c'est que depuis le cancer, il y a une envie de vivre tout le temps. Donc il y a un peu un truc qui me pousse un peu. Et puis finalement, je fais mon premier triathlon, on a la chance, nous, par chez nous, d'avoir un triathlon qui se fait en piscine. Là, justement, c'est ce week-end, c'est le triathlon de Saint-Marcelin. Et donc, mon premier triathlon, je le fais en piscine, en équipe, du coup, c'est assez confort, quoi. Par contre, le deuxième triathlon que je fais, c'est à Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Et alors là, c'est une autre limonade parce que c'est un mass start. Alors on est, je sais pas, on doit être 300-400, hein. Mais en fait, quand c'est la première fois qu'on fait un triathlon, on s'attend pas à ça. La machine à laver, tout ça, tout ça. Et là, moi, en fait, le 200, je fais 200 mètres et je fais une crise d'angoisse. Je fais une crise d'angoisse de l'absolu. J'ai l'impression que je vais me noyer. C'est la guerre dans l'eau. Je me prends des coups. Je suis vraiment au milieu, en plus, là où il faut pas être. Et Dans la baïne, quoi. ouais, c'est ça. Et là, c'est hyper dur et je me dis je vais abandonner, c'est sûr que je vais abandonner. Je suis en train de faire une crise d'angoisse dans l'eau et ce qui me tient c'est un pas de plus et c'est la résilience par rapport à mon cancer où je dis mais mec en fait tu vois tout ce que tu viens de vivre et puis là maintenant en plus t'as un projet où il y a les gens qui te suivent un peu, qui mettent de l'argent dans une cagnotte et donc c'est ça qui fait que je me dis je me mets en étoile là en plus bon ça va j'avais la combi donc je pouvais flotter. Je respire, j'attends que tout le monde s'en aille et puis je finis du coup loin derrière tout le monde. Mais au moins je peux finir mon petit triathlon S pour commencer. Mais ça a été vraiment mon premier lien qui a été assez dur. Bon, une fois que tu as vécu ça, après, le reste, ça déroule tout seul, non? Alors, oui, je me suis même laissé prendre au jeu finalement une fois qu'on connaît un petit peu les triathlons d'après. Je me suis laissé prendre au jeu de ok si tu te mets au milieu, tu sais que ça va quand même envoyer un peu. Si tu te mets sur le côté, donc t'as des stratégies quand même qui se mettent en place. Mais finalement, j'arrive sur l'Alf d'Embrun, donc je me suis laissé 6-7 mois de préparation, alors j'avais jamais fait de tri. Bon, évidemment, je suis pas très bon. Mais en fait, ça c'est pareil, on y reviendra parce que finalement, la performance pour moi, elle passe vraiment en second plan. Le premier plan, pour moi, c'est juste de s'amuser, de se faire plaisir. Et c'est un truc qui va beaucoup aussi me suivre. Et je trouve que le triathlon, c'est super pour ça, c'est que c'est ludique. En fait, d'enchaîner 3 sports, c'est ce que je disais, c'est comme un raid un peu. Et puis finalement, pour moi, c'est ça le plus important, c'est déjà de s'amuser. Donc je finis cet Alf en 7h50. Alors il y a des gens qui vont dire oh là mon Dieu, mais moi je suis très très content de l'avoir terminé à l'époque. Et ça a été vraiment moi quand je finis la ligne d'arrivée, je me dis ça y est mec, tu t'es prouvé que t'étais en vie et c'est une vraie source de résilience quoi. Alors pour le 7h50, écoute, franchement, l'essentiel c'est que tu sois arrivé au bout. Ouais. Hein. On me l'a souvent répété quand je suis revenu de l'Otilo au mois de septembre, où j'avais eu l'impression de traîner, de ralentir mon binôme, et on a passé la ligne en dernier en 14h et 7 minutes, et tout le monde, et notamment lui, m'ont dit « Mais attends mec, t'as été au bout ». On en a laissé 60% des équipes derrière qui n'ont pas passé le cut-off ou qui ne sont pas arrivés au bout. Donc dis-toi qu'effectivement, t'as été au bout.
T'as certainement pris du plaisir, t'as certainement souffert, t'as certainement pris du plaisir dans la souffrance, mais au moins t'as été au bout. Et puis, tu l'as dit, c'est ce qui a lancé la suite. Et la suite, c'est quoi? Une fois que tu fais ce premier half, ce premier L de Embrun. Eh ben, écoute, c'est aussi discutable, mais comme beaucoup, après avoir fait un L, je me suis dit, ah bah, en fait, faut partir sur un full. Et en fait, bon, c'était pas loin d'être une erreur parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris un peu trop tard peut-être, mais c'est vrai que je pense que c'est bien de se laisser du temps en fait, se laisser du temps de progresser, se laisser du temps de découvrir chaque distance, chaque discipline quoi. Et bon, je regrette pas d'avoir fait mon Iron du coup l'année d'après, mais c'est quand même une sacrée aventure. Un full, c'est une autre histoire. Donc moi, je pars en 2023 en août sur l'Ironman de Vichy, le full du coup. Pareil, je mets un temps. Enfin, les triathlètes, c'est drôle parce que ils disent souvent ah mais moi j'aurais pas pu le faire en ce temps-là, j'aurais arrêté. Mais en fait, moi j'ai fini un Ironman, je suis super content de ça. Et encore une fois, quand je finis la ligne d'arrivée, je me rappelle que 2 ou 3 ans plus tôt, j'étais dans un lit à plus pouvoir rien faire. Bon voilà, je finis un Ironman en 16h12. Ledlow, cette même année, il fait 8h06. Il fait la moitié de mon temps. C'est le temps que je passe sur le vélo. Mais en fait, pour moi, c'est déjà extraordinaire. Et c'est ce que je vais essayer de défendre après comme valeur dans le triathlon. C'est qu'il y a deux mondes. Et en fait, ces deux mondes peuvent coexister. Il y a le monde performatif et qui est beau et que moi, j'apprécie regarder. Mais il y a aussi le monde juste de la découverte, de l'expérience. Et c'est un monde tout aussi beau. Je valide. J'ai presque une petite larme qui coule, tu vois. En toute sincérité, pas de faux semblants. Comment est-ce que tu t'es préparé aussi bien sur ton premier S, sur ton premier L, que sur ton premier Ironman? T'as été encadré, suivi, accompagné, tu t'es débrouillé tout seul? Eh ben non, à chaque fois je me suis débrouillé tout seul. Alors c'est tout à fait étonnant parce que je me demande comment j'ai pu faire les premières années parce que là maintenant je commence à avoir écouté quelques podcasts, lu quelques livres, donc j'ai quand même un peu plus d'infos et donc je peux structurer un peu plus mes entraînements. Les premiers temps, de toute façon, je faisais les choses très mal. Hein. Je veux dire, je suis passé de faire 1000 mètres en piscine et puis en fait, ça marche bien. Du coup, je peux faire 4, 5 000, 6000. Et en fait, en fait, tu blesses. Si tu fais ça d'un coup, tu te fais des tendinites à chaque épaule, ce que j'ai fait. Puis des tendinites à chaque genou, ce que j'ai fait. Donc voilà. Ce qui est tout à fait marrant, c'est que j'ai mis du temps avant de trouver ma recette dans le triathlon, puisque je partais sur le triathlon pour me prouver que je pouvais encore vivre. Et aujourd'hui, pour moi, le triathlon, c'est surtout prendre soin de soi. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du renfort. Pour moi, en fait le triathlon, c'est l'un des meilleurs sports santé parce qu'on c'est du cardio. Il y a 2 sports portés, un haut du corps, un bas du corps, plus un peu d'impact avec la course à pied. Si on rajoute du renfort, c'est une salade idéale. Mais les premiers temps où je faisais du triathlon et des exercices, des entraînements de triathlon, je faisais pas du sport santé. Je faisais pas du bien à mon corps. Bon, on l'a tous fait, quoi. On part pour faire 10 km et puis pendant 6 mois, on fait 10 km tous les jours ou en tout cas à chaque entraînement. Puis l'objectif, c'est de courir plus vite que la fois d'avant. Et donc, voilà. Plus ça va, plus on arrive rouge écarlate. Et puis à un moment, on tombe parce qu'on s'est fait une tendinite, parce qu'on a trop poussé et parce qu'on se rend compte qu'en fait, il faut mettre d'abord de l'endurance et après un petit peu d'intensité. Tout à fait. Mais c'est l'un des... Enfin, moi, je trouve que l'un des handicaps aussi, c'est justement les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, on nous fait voir tout est son contraire, enfin surtout la plupart du temps les contenus qu'on voit, c'est j'ai fait un distance Terre-Lune en 8 heures et voici comment j'ai fait. Bon, en fait on arrive là tout doucement à plus de contenu plus humain, à plus de contenu, on nous dit mais en fait ralentis, c'est ok de ralentir. Mais c'est vrai que on a tous baigné dans ce truc là de faut aller plus vite, plus loin, plus fort, plus intense. Et en fait c'est pas du tout ce qu'il faut pour le corps et donc voilà quoi. Tu sais, j'ai commencé à faire du podcast en 2014 et à l'époque, on faisait des épisodes en live et après, on récupérait le live et on mettait ça en podcast. Donc, c'était vraiment les balbutiements du podcast en 2014 et je me souviens qu'on avait fait un épisode où on s'était beaucoup marré avec notre invité qui s'appelait Strava, le royaume de celui qui a la plus grosse. Ouais. Finalement, c'était il y a 11 ans, on est en 2026, il y a 12 ans, on est en 2026 et
ça n'a pas encore trop changé, hein. Effectivement, c'est le côté, néfaste des réseaux sociaux et en particulier des réseaux sociaux de sport où, comme tu l'as dit, ton voisin, tu vois qu'il a été faire un 15 km appuyé à 4 minutes au kilo. Bon, après, tu vois juste celui-là. Tous les autres, s'ils s'entraînent bien, tous les autres où il les a fait à 7 minutes au kilo, ceux-là, tu les vois pas parce qu'il va pas les foutre sur Strava. Bah ouais, c'est ça. Mais moi, du coup, comme tu l'as remarqué, j'ai pas Strava. Et c'est un vrai choix que j'ai fait parce que pour moi, il y a trop de comparaisons sociales. Et en fait, je sais que je pourrais être pris dans ce truc-là. C'est aussi par rapport à moi. Je connais aussi mes limites. Et donc, j'ai jamais voulu me mettre sur Strava. Alors qu'aujourd'hui, justement, je défends, et même dans mes entraînements, je pourrais justement faire voir que même sur une préparation, là, je repars sur 2 alphes cette année, en fait, je fais encore des runs, des fois de 4 km à 7 minutes du kilomètre, et c'est ok de les faire. Mais, ouais, trop de comparaisons, et c'est pas bon, quoi. Moi, du coup, sur Insta, des fois, je partage un petit peu du contenu sport, mais je donne jamais mes temps, parce qu'en fait, on s'en fout de regarder les temps de l'autre, quoi. Et justement, pour prendre le contre-pied de ça, pourquoi tu n'ouvres pas un compte Strava en étant conscient de ta façon de fonctionner et donc en te fixant toi-même des limites et en te disant je n'y vais que pour publier, pour montrer que, effectivement, je fais des runs de 5 bornes à 7 minutes au kilo. Oui, effectivement, cette semaine, j'ai couru que 30 bornes alors que je suis en prépa, mais parce que je suis dans la phase descendante de la prépa. Plutôt que de dire, aujourd'hui, cette semaine, j'ai fait 122 km parce que je suis un gros bourrin. Ouais, alors je t'avoue que j'y pense quand même de plus en plus parce que ça va avec la continuité du coup d'avoir ouvert une page Instagram où j'essaie de partager du contenu un peu humain qui soit plus accessible justement et qui relate plus la vraie vie que ce que des fois on peut nous proposer. Et donc c'est vrai que de plus en plus j'y pense. Pour l'instant, j'ai pas passé le pas de me mettre sur Strava. Ouais, surtout que, c'est pas forcément mes potes, hein, chez Strava, mais aujourd'hui, tu peux t'ouvrir un compte et sans avoir besoin d'aller sur Strava. C'est-à-dire, tu connectes ta montre et puis tes séances, elles remontent en automatique. T'enlèves les notifications et puis t'as même pas besoin d'avoir l'appli sur ton téléphone. C'est juste, t'ouvres le compte, tu connectes ta montre, après tu désinstalles l'application et tout va remonter direct sur Strava. Si tu veux y aller pour mettre des commentaires, tu y vas, mais t'es même pas obligé, tu vois. Donc, ça peut être aussi effectivement un moyen de prendre le contre-pied de ce sport ultra performance, ultra concours de celui qui a la plus grosse versus prend du plaisir, quoi. Ouais, effectivement, j'y réfléchis. Je verrai dans les prochains temps ce que j'en fais, ouais. Donc tu disais, aujourd'hui tu te prépares pour 2 halfs cette année, toujours tout seul? Eh ben ouais, toujours tout seul. Alors, entre-temps, le sport a pris encore plus de place dans ma vie parce que finalement, l'année dernière, j'ai décidé de faire un BPGEPS APT. Donc BPGEPS, brevet de préparation. BPGEPS, c'est brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport. C'est un peu pompeux. Mais tout ça pour dire, voilà, c'est un petit diplôme. APT, c'est activité physique pour tous, et c'est la manière facile d'avoir une petite carte d'éducateur sportif. En réalité, le contenu de la formation est pas quand même super qualitatif, c'est très généraliste parce qu'en fait on voit beaucoup de choses, donc c'est bien quand même de pouvoir se renseigner, de pouvoir lire à côté sur ce qu'on a envie d'éventuellement faire apprendre aux autres. Mais par contre, en tout cas, c'est la première marche de l'escalier qui t'emmène à la carte ou en tout cas au statut officiel d'entraîneur. Ça te permet d'avoir un premier diplôme. Et puis, alors ça se fait suivant les centres de formation. Ça peut se faire en initial, ça peut se faire en alternance, ça peut se faire en cours du soir. Ça prend 4 à 9 mois ou plus, suivant le type de formation que tu suis. Mais bon, c'est déjà un diplôme dans la préparation physique ou dans l'entraînement. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, juste, je vais faire une petite nuance qui est que c'est pas forcément de l'entraînement, mais plutôt de la découverte. En fait, on va pas être, on va être entraîneur. On va être éducateur sportif et pas entraîneur. Et ça, c'est la petite nuance. Et moi, c'est une nuance qui me va parfaitement, puisque aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'emmener les gens sur du performatif, encore une fois, mais j'ai plutôt envie d'emmener les gens vers de la découverte, vers du plaisir. Et donc voilà, pas forcément aller repousser ses limites à tout prix ou quoi, mais simplement prendre du plaisir, quoi. Et du coup, c'est la petite distinction. Et puis finalement, le BPGEPS ne suffit pas, notamment pour l'eau, puisque l'eau c'est un milieu spécifique très encadré. Et donc je me suis lancé cette année un nouveau défi, c'était le BNSSA, le Brevet National de Sauveteur Secouriste Aquatique, pour pouvoir sécuriser un peu les gens dans l'eau. Et là, du coup, on en revient à mon angoisse précédente, parce que là, ça a été, il a fallu vraiment que je me sorte les doigts pour pouvoir valider ce BNSSA, puisqu'il y avait des apnées. Moi, à chaque fois que je mettais la tête sous l'eau, j'avais des angoisses. Donc là, pendant 6 mois, j'ai été en mode intensif
piscine. Mais donc, je l'ai validé il y a 2 semaines et je suis très très content de ça. Ouais. Et comment ça se passe par rapport à tes angoisses, justement, maintenant que tu es titulaire du BNSSA, tu es au bord d'une piscine, quelqu'un tombe à l'eau, quelqu'un se noie, un gamin trébuche, il se cogne la tête et il tombe dans l'eau et il est inconscient. Toi, par rapport à tes angoisses, tu te sens en capacité de sauter, d'aller sauver? Mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que je pense que les gens peuvent comprendre ça, c'est que on est souvent plus galvanisé quand on aide les autres que quand on s'aide soi-même. Et donc du coup, aujourd'hui, et ça m'est déjà arrivé plein de fois dans ma vie, moi j'ai le vertige, mais il y a des fois où j'ai aidé des gens qui étaient dans une situation difficile en escalade ou autre, mais on est galvanisé à ce moment-là. Par contre, moi quand je suis dans ces mêmes situations seul, là il y a plus personne, les gens me flagellent, tout ça, tout ça. Mais du coup, c'est deux mondes qui sont complètement différents, quoi. Ouais, ton cerveau est conditionné aussi d'une manière différente. Et c'est pour ça que aux gens qui ont le vertige, on leur dit regarde pas en bas, parce qu'en fait si tu regardes en haut tu vois pas le vide, si tu vois pas le vide, ton cerveau il se met pas enfin il y a pas l'étincelle qui l'allume et qui se dit ah où est-ce que je suis quoi. Dès que tu vois, bah là c'est la crise de panique, t'en as qui freeze, t'en as qui deviennent fous, qui bougent dans tous les sens. Bon, écoute, ça peut se comprendre. Mais effectivement, je pense que t'es conditionné, t'es galvanisé différent quand c'est pour toi ou quand c'est pour les autres. Du coup, t'as ton BPGEPS, t'as ton BNSSA. C'est quoi la suite? Mais en fait, la suite, moi, j'adore apprendre, j'adore découvrir des choses. Et là, on est en train de me dire, potentiellement, BPGEPS AN. Donc, le BPGEPS AN, c'est le BPGEPS activité aquatique et de natation. Et donc là, c'est pour être maître nageur. Et alors, du coup, c'est très drôle parce que il y a un monde où, dans un an, je valide un BPGEPS AN, moi qui viens d'une angoisse de l'eau absolue, quoi. Et du coup, c'est très drôle parce que c'est aussi encore de la résilience et justement, c'est ce que j'essaie aussi de partager sur mes réseaux, c'est de dire, ok, en fait, on se compare pas aux autres, on se compare que à soi-même. Et si on se compare à soi-même, on peut avoir des histoires qui sont fabuleuses. Ouais. C'est clair. Mon ancien entraîneur avait pour coutume de dire que la performance, c'est ma performance. C'est-à-dire, tu peux être aussi bon ou aussi mauvais que tu veux. En fait, ton objectif, c'est d'arriver au bout de ce truc-là, quel que soit le temps. Après, si tu te fixes un objectif de temps ou si tu te fixes un objectif de classement, c'est différent. Mais la performance, ça peut être juste d'arriver au bout, quoi. Et donc, ça va très bien avec le fait de lâche prise, quoi. Lâche-toi la grappe. Tu veux faire un tri pour arriver au bout, bah vas-y, fais ton tri et arrive au bout. Puis on verra après quel est le temps, s'il y a un objectif de temps. En fait, il y en a tellement peu qui jouent un classement, soit pour une qualif, soit parce que c'est leur métier. Donc, te prends pas la tête avec ça, quoi. Bah ouais, exactement. Mais c'est vraiment un truc que j'essaie de défendre parce qu'en fait, ça a tellement pas de sens de se comparer aux autres. Enfin, on a des histoires qui sont toutes différentes, toutes et tous différents. Enfin, justement, si on est nana, un gars, je veux dire, aujourd'hui, dans la société, c'est quand même pas la même chose. Si on est petit, grand, si on est noir, blanc, je veux dire, tout est différent. Et donc, en fait, de se comparer aux autres, pour moi, c'est un non-sens. Et c'est rigolo, mais souvent, on se retrouve vite tous pareil. Moi, quand j'ai écouté un peu, du coup, 2-3 podcasts là, de devenir triathlète, bon, en fait, j'entends toutes ces personnes avec des parcours et des histoires et des temps, des fois, sur des tris qui sont ouf alors qu'ils viennent de rien. Et du coup, à chaque fois, ça renvoie à un truc de, mais moi, et en fait, non, faut se rappeler, non, mais en fait, c'est déjà fou. Et moi, je ferais ça, sans doute partie de ces personnes, puisqu'en fait, même si mes temps sont médiocres, entre guillemets, j'ai quand même fini un Iron. Et du coup, il y a certainement des personnes qui ont, il a déjà fini un Iron. Mais justement, moi, je trouve qu'il faut pas se comparer aux autres, quoi. Du coup, la suite pour toi, de half, et après, t'as déjà fixé la suite, t'as déjà fixé une étape au-delà de ça, ou pour l'instant tu kiffes? Eh ben ouais, alors j'essaie de me reconnecter un peu au kiff, je t'avoue, parce que justement cette année il y avait un peu un truc de me dire, ok, vas-y, tu peux plus structurer tes entraînements, t'as un peu plus de connaissances, donc tu peux essayer d'aller chercher du performatif. Et là, je t'avoue, mais c'est tout nouveau là, depuis 2-3 semaines, je me dis, mais je sais pas si c'est ça que j'ai envie, quoi. Moi, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de prendre du plaisir sur mes entraînements. C'est cool des fois de faire de l'intensif. J'adore faire quelques séances de fractionné ou quoi. Mais en fait, dès que ça devient un peu un truc obligatoire pour progresser et tout, ça m'amuse moins, ça me fait moins triper. Et donc là, j'essaie de me reconnecter juste au truc plaisir, quoi, à la sensation plaisir. Et donc non, finalement, je me suis pas mis d'objectif pour la suite, si ce n'est, du coup, comme j'en parle depuis tout à l'heure, cette petite page I Will Tri, là, donc j'ai fait un petit jeu de mots avec mon nom, mon prénom, et le triathlon et try, essayer, juste de pouvoir partager avec les gens, de se dire, en fait, c'est cool d'essayer et d'essayer de retrouver aussi toutes ces personnes qui
potentiellement comme moi ont été dégoûtés un peu du sport quand ils étaient un peu merdeux et de se dire mais en fait le sport c'est fabuleux et c'est un truc ça prend soin de nous, ça prend soin des autres et c'est une super ressource quoi. Je pense que le message est bien passé. J'allais te demander le handle de ta page. Bon, tu l'as déjà fait. Bon, on y reviendra dans quelques minutes. Écoute, Williams, le podcast s'appelle Devenir triathlète. La question signature du podcast est toujours la même. Toi qui es un néo-triathlète presque et surtout qui y est venu pour certaines raisons, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Alors, t'as pas le droit de dire choper un cancer. Ça marche pas. Mais... Ouais, je le conseille pas, je le conseille pas. Mais en fait, quel est mon meilleur... En fait, franchement, c'est de juste commencer sans se prendre la tête. C'est d'enfiler une paire de chaussures et d'aller marcher, courir. C'est de prendre une bicyclette, un vélo, n'importe quoi et de faire un petit peu de vélo. C'est de temps en temps d'aller tremper les pieds dans l'eau. Puis si on n'a pas envie d'aller en piscine, on attend les beaux jours. Et en fait, mine de rien, une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, bah, on a fait un triathlon. Tu disais tout à l'heure que avant tu te définissais pas comme sportif, voire même tu commences à peine à te définir comme triathlète. C'est quoi pour toi un triathlète? Waouh. Ah ouais, ça c'est une vraie question ça. Eh ben c'est ce que je disais. En fait, pour moi, il y a vraiment deux mondes dans le triathlon. Donc en fait, quand je pense triathlète, il y a moi triathlète et du coup c'est quelqu'un qui va prendre du plaisir à faire trois sports et juste à enchaîner pour s'amuser. Et puis il y a aussi les triathlètes qui sont là pour performer, qui sont des machines de guerre et on voit encore des temps là, stratosphériques à chaque fois. Et c'est ces deux mondes là qui pour moi doivent coexister. Presque qui devraient avoir un petit nom différent, comme ça on pourrait un peu les combiner les deux, mais bon c'est comme ça, on est tous des triathlètes et on fait partie d'une très très grande famille quoi. Ouais, bah écoute, dans le label Ironman, t'as les age group et puis t'as les élites quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, pour terminer, même si on l'a déjà dit tout à l'heure, mais où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage, où est-ce qu'on contribue à ta collecte, si elle est toujours ouverte? Eh ben non, alors elle est plus ouverte ma collecte. J'ai d'autres projets, mais pour l'instant c'est assez lointain. Moi je vis sur Grenoble et sur Grenoble on a beaucoup de trails parce enfin c'est le pays du trail quoi. Il y a des montagnes de partout, mais du coup il y a peu de routes. Et moi j'aimerais bien un jour potentiellement qu'il y ait un semi-marathon, un marathon dans Grenoble. Ça pourrait être cool. Donc faire un truc de route. Mais en attendant, je fais ma petite page I Will Tri du coup. Et du coup, on peut me retrouver là-bas et je partage du contenu un peu humain. Ouais, du contenu vrai, comme tu dis, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Plus forcément axé performance, mais en tout cas, prendre du plaisir. Plus inclusif, où j'essaie de laisser personne sur le côté, et puis en fait ceux qui veulent aller chercher du performatif, il y en a plein de partout, et du coup revenir à quelque chose un peu plus de, voilà, là, sur l'instant, quand on commence, comment on met des baskets, comment on va courir. Comment on fait les transitions, comment on prend un bon départ de natation quand c'est la première fois qu'on se retrouve dans la lessiveuse. Bah ouais, c'est ça, ouais. On se met sur le côté, c'est bien d'être sur le côté, un peu à l'arrière, là, c'est bien ça. C'est pas mal ça. Tu sais, à gauche, moi je me suis toujours mis à gauche. Même Ouais. si, alors j'ai pas mal perdu, mais à l'époque, quand je m'entraînais beaucoup, je nageais pas trop mal. J'ai appris tard, donc j'ai pas forcément la technique, mais malgré tout, j'avançais. Et je me suis toujours mis sur la gauche. Je préférais toujours partir de la gauche et me rabattre après sur le groupe de tête, plutôt que de me retrouver au milieu et éventuellement partir dans une crise de panique. Bah clairement, parce qu'en plus les bouées, souvent on les prend main droite. Donc en fait, on arrive, si on est à droite, on va se prendre tout le tas là. Donc si on est à gauche, on peut prendre large, c'est super. Bon, écoute, j'attends de voir la vidéo où tu expliqueras comment prendre la bouée. Carrément. Williams, merci beaucoup. Tiens, je voudrais inaugurer un truc j'ai inauguré quelque chose sans le vouloir avec l'invité avant toi, avec qui j'ai enregistré avant-hier. Ton environnement a l'air sympa. Est-ce que pour ceux qui sont restés jusque-là sur YouTube, tu nous ferais pas voir un petit peu à quoi ressemble ton intérieur? Eh ben si, carrément. Alors ce qui est drôle, c'est que tu vois, j'ai une lampe qui vient de s'éteindre à l'instant. Du coup, c'est marrant. C'était pour marquer la fin de l'épisode, tu vois. Que tu me fasses poser. Mais alors du coup, là j'avais un petit setup où j'avais mis quelques lampes pour que ça soit sympa. Et puis là, du coup, c'est ma chambre. C'est là où je prends mes vidéos la plupart du temps. Et puis comme tout triathlète qui se respecte, là-bas j'ai quelques petites médailles. Mais c'est justement des choses que je montre un peu moins parce que c'est pas ça l'idée. C'est pas ça, c'est pour moi. Eh ben écoute, merci beaucoup Williams. On te souhaite bonne continuation, bon courage pour tes 2 halves cette année. Et puis hâte de suivre tes aventures pour la suite. Merci beaucoup.
C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!